Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'FC et nous évoquons parmi les grands titres d'abord, eh bien, nous parlerons de football en Afrique australe pour savoir comment donc il se porte. Élection au sein de la Fédération guinéenne de football, nous tenterons d'analyser les prochains scrutins. Et puis la CAN des U20 en Zambie, les premiers résultats et analyse donc au cours de ce magazine. Notre invité Michel Kolani, qui est agent de joueur, il est du Togo. Michel, bonsoir. Bonsoir. Qui a passé une très mauvaise nuit. Il va nous expliquer sans doute au sein de l'émission, au cours de cette émission. Nos éditorialistes, Bilal Nedman, qui est en voyage hier soir également, qui a passé une très mauvaise nuit également. Oui, peut-être. Donc, peut-être qu'il va retrouver le sourire au cours de cette émission. Et puis, quand on nous dit, lui, il a le sourire. Il a la banane. Non, va pas trop loin. Hein. Et puis, bonsoir à tous. Et la question de l'FC, le niveau des compétitions intercontinentales a-t-il baissé et pourquoi, si tel est le cas, eh bien, vous intervenez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Jingle pour vous parler de la ligne de cette émission. Et avant de retrouver le plateau, qu'en est-il du développement du football en Afrique australe? Le football est-il une priorité dans la politique des gouvernants de ces pays, en particulier à la place de la discipline dans la société? Quels sont les pays qui émergent ou qui ont émergé ces derniers temps? Faisons tout d'abord le point avec la rédaction d'Africa 24. S'il est vrai que les régions d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord ont particulièrement brillé au cours des 3 dernières années dans le domaine du football, la région australe du continent ne manque pas elle aussi de talent. Avec en tête l'Afrique du Sud, ces pays ont essentiellement misé sur la formation et la construction des infrastructures sportives au cours des 5 dernières années. Après l'organisation de la Coupe du monde de football en 2010, de nombreux centres de formation au football ont vu le jour dans la nation arc-en-ciel. Non loin de l'Afrique du Sud, en Zambie, la victoire de Chipolopolo à la CAN 2012 a redonné goût aux acteurs du football. Seulement sans accompagnement conséquent, de nombreuses initiatives qui avaient pourtant suscité beaucoup d'espoir au départ sont tombées dans l'oubli. Toujours en Afrique australe, au Zimbabwe, Katsande et ses coéquipiers ont fait sensation lors de la CAN 2017 qui a eu lieu au Gabon. De 2012 à 2016, environ 2 300 000 $ ont été consacrés à la formation des joueurs et des arbitres, à la mise en place d'infrastructures sportives et au football féminin. Dans le classement FIFA du mois de février 2017, les pays d'Afrique australe ont connu des fortunes diverses. L'Afrique du Sud vient en tête, 13e au niveau continental, l'Ouganda 17e, la Zambie 22e et le Swaziland 25e. Le Lesotho fermera la marche, 43e. Et justement, nous avons choisi un championnat, c'est celui du Botswana. Et vous allez voir, après 16 à 17 journées à peu près, bien que c'est l'équipe de Galaxy qui est en tête devant Township Rollers. Troisième équipe, c'est Orapa United. Nous allons voir sur le tableau dans quelques instants. Extension Gunners, c'est à la 4e place. Et Botswana Defender, et donc Defense Force, pardon, et 5e avec 24 points. Et puis vous voyez les 3 dernières équipes dans ce championnat de Botswana. Alors Michel Kolani, vous êtes notre invité, vous êtes agent de joueur. Est-ce que vous, ancien sportif également? Conseiller sportif, on nous avait marqué, agent de joueur. Donc je rectifie, conseiller sportif. Est-ce que vous vous intéressez justement de ce football austral Oui, parce que je suivais pas mal les championnats zambiens. Parce que j'avais un joueur que j'avais connu qui jouait avec la sélection du Zambie, qui a joué à Châteauroux avec mon neveu. Du coup, je suis un peu le championnat. Et je pense que c'est ça qui a fait que le football zambien est au niveau où il est aujourd'hui, parce qu'on a mis des gens, des anciens joueurs qui ont joué. Et Véronéan n'a pas apporté un plus aussi à cette équipe de la Zambie? Il a apporté un peu plus, mais au niveau de la fédération, au niveau de l'organisation du championnat, je pense que Kalusha Boala fait son travail. Et que même au niveau du Botswana, moi j'ai vu Botswana jouer contre le Togo, les éperviers, quand ils étaient dans le même groupe d'éliminatoires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et il y a des moyens qu'ils ont mis à la disposition des fédérations et pour développer le football. Aujourd'hui, si on parle des centres de formation, des formations des arbitres, tout ça, c'est qu'ils ont des moyens que d'autres, par exemple l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas.
Oui. Alors, vous, Bilal, vous suivez un peu ce football, le Mozambique, Zimbabwe, Namibie, tout ça. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Mais est-ce que vous, il y a des joueurs qui vous ont marqué, qui vous marquent aujourd'hui dans ce football? Cette nouvelle jeune génération, comme on a pu voir en 2012 avec la Zambie, à la CAN, sans oublier voilà, ce coin de l'Afrique australe qui essaye d'éclore avec les formations que l'on peut mettre en évidence au travers de ces clubs tels que les Galaxy ou les Choppers. Il faut savoir aussi, José, aujourd'hui, qu'ils sont dans l'évolution d'apporter une autre vision, et en fait une autre vision du football. Ils prennent plutôt la même mentalité que les Asiatiques. Ça veut dire de faire venir pas mal d'entraîneurs étrangers pour prendre compétence et après aussi les mettre en évidence sur les terrains et lors des phases finales de la Coupe d'Afrique ou encore des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a l'impression, Noureddine, qu'on sous-estime un peu ce football d'Afrique australe. Est-ce que c'est votre sentiment également, vous? Parce qu'on en parle moins, il y a moins d'équipes aussi qui se qualifient pour les grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde, sauf l'Afrique du Sud, bien entendu. Je pense, à part la Zambie, c'est une équipe, c'est une terre de football. Rappelez-vous cette équipe-là qui a eu ce problème, bien sûr, qu'on a perdu pratiquement toute l'équipe, à part le Kalusha Boye, qui a freiné en quelque sorte l'évolution du football dans ce pays-là. Quand on parle en général, cette partie de notre continent est victime en quelque sorte de la bonne forme qui était de l'Afrique du Sud, qui était pratiquement un des moteurs dans cette région-là et qui récupérait pratiquement tous les joueurs. Après, on a essayé de mettre en place, après la Coupe du Monde, une certaine structure footballistique dans les pays. Et ça commence. Je pense que les fédérations doivent mettre tout leur punch là-dedans pour essayer de donner un nouveau souffle au football dans cette région-là. Quand on parle pratiquement de cette équipe de Zimbabwe qui était dans un groupe qui était très très relevé et elle a failli passer au deuxième tour. On rappelle très bien l'ouverture avec l'Algérie et c'était une équipe normalement qui devrait sortir de cette poule-là. Oui, alors messieurs, vous avez connu ces grands joueurs de football, peut-être Bilal un peu moins, mais nous allons voir en image Eusebio, donc joueur mozambicain qui a surtout joué pour le Portugal. Nous allons voir en image, qui est décédé il y a quelques années de cela. Il y a Bruce Grobelaar, donc ce gardien qui a beaucoup joué en Angleterre. Il y a Norman Mapeza qui était du Zimbabwe. Si on peut avoir les images, s'il vous plaît. Pozzo Matekoni également, joueur actuel, donc qui joue à Orlando Pirates. Et puis, donc, pour l'Afrique du Sud, il y a Tchabala, McCarthy, Chon et Macho. Oui, un petit mot, Michel? Il y a Fiche aussi. Oui, oui, enfin, bon, voilà, on n'a pas eu le temps de tous les citer, mais oui, allez-y, Michel. Non, moi, je pense que c'est des joueurs qui ont fait l'histoire du football africain, surtout aux Eusebio en Europe. Qui a joué au Porto, qui a joué pour son pays. Grobelaar, qui était l'emblématique gardien de Liverpool. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est bien pour l'Afrique. Il a marqué le football anglais. Oui. Toujours en jaune, il portait toujours un maillot jaune. C'était à Liverpool dans les années 80, là où il y avait un autre gardien qui régnait, Ray Clemence, mais ils étaient pratiquement le rival de Ray. Oui. Alors, dans quelques années, est-ce que vous pensez que ce sont des équipes qu'on risque de voir, parce que maintenant, on va y revenir tout à l'heure, l'Afrique réclame 10 équipes, pas 9, 10 équipes en Coupe du Monde. 9 ou 10, c'est pas... Oui, mais ils réclament 10. Ils sont précis, 10. 10, d'accord. Mais est-ce qu'on risque de voir 2 ou 3 équipes d'Afrique australe, justement, en Coupe du Monde plus tard? Oui, non, pour moi, avant de donner la parole, bien sûr, aux collègues, je pense que ce n'est pas le chiffre qui m'attire surtout, c'est la qualité. Il faudrait qu'on travaille pour, même si vous, actuellement... Mais Bilal l'a dit, ils font appel à des experts étrangers expérimentés. Oui, entre autres. Mais je veux dire, c'est un travail colossal, mais vraiment structuré de la part d'abord des fédérations et de la Confédération africaine de football. C'est pour aller faire de la figuration avec 10 ou 5, ça ne change rien du tout pour moi. Et je suis d'accord avec Nourdi, je le rejoins. José, c'est juste parce qu'on a pu suivre l'Euro, par exemple, 2016 en France, et on s'est un peu ennuyé sur certains matchs parce qu'on avait ouvert un peu trop la phase finale à d'autres nations. Et des fois, c'était, comme le disait Nourdine, plutôt de la figuration. Et il faudra vraiment travailler ces matchs, travailler la formation pour non pas aller pour faire juste jouer les 3 matchs et on rentre à la maison. Non, pour essayer de faire évoluer le football africain. Michel, allez-y. Je pense aussi qu'il faut que les fédérations
mettre des moyens, surtout les structures. Il faut absolument mettre les structures. On ne veut plus voir les pelouses où il y a des trous partout, il n'y a rien. On met les stabilisés, on met les synthétiques. Aujourd'hui, c'est les synthétiques qui, même en Europe, il y a beaucoup de terrains synthétiques. Ça ne coûte pas cher. On met ça en place pour que au moins les jeunes joueurs évoluent. Et je pense que c'est vrai qu'avoir 10 sélections en Coupe du Monde, c'est bien beau, mais si c'est pour aller faire la figuration, c'est pas la peine. Alors, messieurs, autre sujet, c'est d'après le communiqué, le président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, ne soutiendrait pas Issa Hayatou pour les prochaines élections à la CAF prévues le 16 mars, vous le savez, lors de l'AGI. Ce sera en Éthiopie. Alors, un communiqué de la CAF avait été publié après l'entrevue de Zuma et Hayatou. Souvenez-vous, c'était à Johannesburg, lors de la finale de la Supercoupe reportée par Mamelodi Sundowns. Alors, la CAF avait publié le communiqué suivant en disant que le président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a reçu en audience dans sa résidence de Pretoria le président de la Confédération africaine, M. Issa Hayatou. Il en a profité pour réitérer l'engagement de son gouvernement et son engagement personnel à continuer à accompagner son frère Issa Hayatou dans sa mission de développement du football en Afrique. C'est ainsi qu'il a assuré son hôte du soutien sans faille de l'Afrique du Sud à sa candidature pour un nouveau mandat à la tête de la CAF. Alors, Finkel Balula, le ministre des Sports d'Afrique du Sud, présent à cette entrevue, eh bien, a contesté ce communiqué. Écoutez plutôt ce qu'il a dit. Et après, on va interroger le président. Le président Jacob Zuma, respectueux des règlements, usages et codes dans le football, n'a à aucun moment apporté son soutien à la candidature du président de la CAF à sa propre succession au détriment du candidat de la COSAFA, Ahmad Ahmad, que la Fédération sud-africaine de football et les autres fédérations de notre zone soutiennent. Le président Jacob Zuma n'interfère jamais dans les affaires du football et à aucun moment n'a accordé son soutien à Issa Hayatou en prévision de l'élection du 16 mars prochain à Addis Abeba. Michel Kolani, Hayatou est en danger ou pas? Non, moi je ne pense pas qu'il est en danger. Le problème, c'est si Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, ne veut pas apporter son soutien, ou son ministre dit qu'il ne va pas apporter son soutien, il y a 53 pays en Afrique. Et aujourd'hui, si Hayatou veut briguer, c'est que, quelque part, c'est bien pour l'Afrique, parce qu'il ne faut pas dire, quand un président fait des choses, il faut dire qu'il a fait des choses. C'est vrai qu'il faut reconnaître. Maintenant, si lui, il se représente pour pouvoir briguer, je crois que c'est 8 mandats, c'est 8 ans, je crois que c'est le mandat. Je me souviens plus de mémoire. Mais... Bon, s'il se présente et qu'il n'y a pas de candidat valable derrière, je pense que s'il est élu, il va continuer. Bilal, un petit mot. Moi, je dirais que voilà, il faut essayer d'attendre encore avant cette élection, essayer de voir les mutations que l'on peut avoir. Vous n'êtes pas là pour trancher. Non. Vous n'avez pas un président favori. Moi, je dirais que peut-être essayer de changer, de la présidence et voir si ce que la nouvelle présidence pourra apporter à la Confédération du football africain. Noureddine, vous êtes pour le changement, indéniablement. Alors, oui, franchement, pourtant, Hayatou a fait beaucoup de choses. Non, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, ça c'est évident. Mais je pense que 29 ans, c'est beaucoup. Je pense qu'il faut les règlements intérieurs de l'élection du président de la CAF doivent être revus, mais vraiment profondément. Je pense que Issa Hayatou a fait son temps. Je pense qu'actuellement, comme vous le savez très bien, ça dépasse le sportif. Je pense qu'il y a les multinationales, il y a le politique qui s'est mêlé. Bien sûr, ça dépasse beaucoup de choses, beaucoup de critères qui rentrent en considération pour l'élection. Je ne vais pas essayer de rentrer dans des détails, mais je pense actuellement que Hayatou, merci beaucoup. Monsieur Hayatou, il a fait son temps, il a fait beaucoup pour... On a passé d'une équipe à 2 équipes, à 5 équipes en Coupe du Monde. C'est beaucoup de choses. Je ne vais pas citer tout ce qu'il a fait pour le football féminin, les catégories jeunes. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais je pense à un certain moment, une élection à l'africaine doit rester quand même un petit peu... Si le règlement de la Confédération africaine dit qu'il peut se représenter, rien ne l'empêche de ne pas se représenter. On a vu l'ancien, celui qui l'a remplacé, Tessema, il a fait combien d'années? Moi, je pense que c'est vrai qu'on veut le changement, mais il faut voir s'il y a un candidat valable derrière.
Il faut voir aussi ce côté-là. Oui. Mais si nous y reviendrons, parce que c'est vrai, c'est une discussion très intéressante. Nous avons encore le temps. C'est le 16 mars, c'est les élections. Et puis je vais vous montrer des images avec les hooligans russes qui promettent de mettre la pagaille lors de la Coupe du Monde 2018. Regardez. Donc ils sont prêts, ils attendent justement cette Coupe du Monde 2018. J'espère bien que les autorités russes prennent d'ores et déjà des mesures pour endiguer toutes les violences, parce que ça ne va pas être sympa du tout. Si cette Coupe du Monde 2018 est perturbée, et nous savons aussi bien que nous aurons beaucoup de pays de notre continent qui seront représentés, et puis tous les supporters. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la Guinée. À tout de suite.